Au sommaire de ce journal, décédé ce 20 avril, le maréchal Idriss Déby Itno conduit à sa dernière demeure ce vendredi. Des obsèques en présence de plusieurs chefs d'État, dont Roch Marc Christian Kaboré, Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine. Tous ont rendu un vibrant hommage à l'ancien homme fort de N'Djamena. Ils ont surtout insisté sur sa détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Eh bien, c'est dans ce contexte sécuritaire que Chérif Sy a entamé depuis quelques semaines une série de visites dans les garnisons. Le ministre de la Défense était hier à Pau où il est allé remobiliser la troupe pour la sécurisation du pays. Et puis, le dossier de ce journal est consacré, lui, à une question sur les dons et présents pendant le Ramadan. Les plus démunis sont-ils de plus en plus ignorés au bénéfice d'un entre-soi des plus aisés? Le constat et surtout la lumière des Écritures sur le sujet. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Les derniers hommages du Tchad à son président, les obsèques d'Idriss Déby Itno se sont déroulés ce vendredi en présence d'une douzaine de chefs d'État, dont Roch Marc Christian Kaboré, le président burkinabé. Vous le voyez arriver à N'Djamena aujourd'hui même, le président burkinabé qui a salué la mémoire, dit-il, d'un ami et d'un frère, homme d'État, stratège militaire exceptionnel, un grand panafricaniste. Le président du Faso a par ailleurs rappelé l'engagement du maréchal Déby dans la lutte contre le terrorisme. Au nombre des chefs d'État présents à N'Djamena, Emmanuel Macron, le président français, qui apporte ainsi peut-être son soutien au Conseil militaire de transition. Il y avait aussi Félix Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine. Avec eux, les Tchadiens, la famille et les proches ont conduit le maréchal Déby à sa dernière demeure. Les cérémonies funéraires pour l'ancien dirigeant Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi au Tchad. Son cercueil, orné du drapeau national et entouré de troupes d'élite, a été conduit jusqu'à la place de la Nation, où l'attendaient ses proches et de nombreux dirigeants africains. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Le président français Emmanuel Macron, le seul chef d'État occidental à avoir fait le voyage, s'est exprimé pendant la cérémonie. Comme les alliés régionaux du Tchad, il a manifesté son soutien à Mahamat Idriss Déby, fils et successeur du défunt président tchadien, à la tête du Conseil militaire de transition. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. L'Union africaine était représentée par son président en exercice, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, et l'Union européenne par son chef de la politique étrangère, Josep Borrell. Une salve de 21 coups de canon a été tirée pour Idriss Déby, qui en août dernier seulement avait été déclaré maréchal de camp après avoir mené une offensive contre les djihadistes dans l'ouest du pays. Les funérailles ont été suivies de prières à la grande mosquée de la capitale. La disparition d'Idriss Déby Itno, vous le savez, suscite de nombreuses interrogations et même des inquiétudes au sein du G5 Sahel, quand on sait que l'homme était l'une des pièces maîtresses de la stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région. N'Djamena avait d'ailleurs déployé plus de 1000 hommes dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Eh bien, c'est dans ces contextes préoccupants qu'au Burkina, le ministre de la Défense a entamé une tournée dans les garnisons. Objectif, encourager et remobiliser les troupes. Chérif Sy était hier à Pau où il a visité plusieurs unités dont le très réputé centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales. Archimède Bové. Des soldats burkinabés tentent de mettre la main sur un chef terroriste retranché dans ce bâtiment. Au bout de quelques minutes, à l'issue de techniques d'infiltration, ils parviennent à leur fin. La cible est capturée. Cet exercice militaire se déroule au centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales de la ville de Pau.
Donc vous avez pu observer donc, toute la phase de présentation de la mission jusqu'à la phase d'exécution de la mission et les réactions. Donc ce n'est qu'une partie en fait, de ce que nous faisons habituellement. Là, c'est ce que vous avez vu ce matin, va dans la famille du contre-terrorisme, libération d'otages. Et les éléments qui ont pris part à la démonstration ont également été formés ici au centre, donc sur des réalités nationales. Donc c'est un cru national. Supervisée par des formateurs nationaux, cette démonstration de force se tient à l'occasion d'une visite du ministre en charge de la Défense. Visite que Chérif Sy poursuit ici, à l'Académie militaire Georges Damoineau, un cadre qui reçoit des élèves du continent. En témoigne cette classe d'élèves officiers venus du Bénin, du Tchad, du Gabon, du Niger et de la Côte d'Ivoire. À l'heure où le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes, les hommes en armes mettent les bouchées doubles pour faire face à l'adversité. Nous avons été véritablement édifiés et nous en tirons une grande satisfaction pour les forces armées nationales d'avoir ces capacités-là autonomes et qui nous permet aujourd'hui de mettre au niveau de nos forces des hommes suffisamment aguerris et qui ont tout l'entraînement nécessaire. La visite du chantier de la future académie militaire et de la brigade de gendarmerie ont mis fin à cette tournée du ministre en charge de la Défense dans la province du Naouri. À chaque étape, Chérif Sy s'est entretenu avec les hommes pour connaître leurs préoccupations et les encourager dans l'exercice de leur mission. Le processus de la réconciliation nationale, vous le savez, a franchi une étape importante ce mercredi, celle du Conseil des ministres. Zéphirin Diabré poursuit néanmoins ses consultations. Cet après-midi, il a rencontré le réseau des parlementaires pour la sécurité et la lutte contre le communautarisme. Alexis Belem-Naba. Le réseau des parlementaires pour la sécurité, la réconciliation et la lutte contre le communautarisme est un nouveau réseau mis en place par les députés issus de la 8e législature. Issus de différents partis politiques, les 28 parlementaires de ce réseau veulent œuvrer aux côtés du ministre en charge de la réconciliation nationale pour la cohésion sociale. Et nous avons mis en place un réseau sur la réconciliation nationale et également sur la lutte contre l'insécurité et le communautarisme. Et nous sommes venus donc présenter notre bureau au ministre d'État qui est également chargé de cette question afin de lui apporter notre soutien et de marquer notre disponibilité justement à l'accompagner dans le cadre justement de la réconciliation et la cohésion sociale. Le premier acte de ce réseau est de travailler à la résolution des urgences du moment, celle de la paix et du développement économique et social. Et nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait paix donc dans ce pays pour nous occuper des urgences qui sont également le développement. Vous savez que le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la sous-région. Mais nous disons que nous sommes pauvres peut-être matériellement, mais j'allais dire intellectuellement, nous pouvons produire. Et ce sont les idées qui font la vie, ce sont les idées qui font l'économie, ce sont les idées qui font tout. Et si on n'a pas d'idées, on ne peut absolument rien faire. Mais il s'agit également d'avoir la volonté de pratiquer, de mettre en pratique ce que l'on pense. Pour le premier coordonnateur adjoint, la question de la réconciliation et de la sécurité touche la sous-région ouest-africaine et il est impératif de conjuguer les efforts pour la mise en place d'institutions fortes. Cette question de réconciliation, cette question d'insécurité, cette question de paix touche le G5 Sahel. Et vous voyez déjà au Tchad ce qui nous arrive. Hein? C'est douloureux. Et donc, ça doit amener tout un chacun à réfléchir sur ce qui peut nous arriver, sur la fragilité de nos États, aller certainement vers des institutions fortes au lieu de préférer des hommes forts. Et les hommes forts partent toujours avec leurs institutions et nous laissent avec des larmes. Le ministre en charge de la réconciliation nationale est satisfait de la mise en place de ces réseaux, selon son premier coordonnateur adjoint. Des forats et des concertations sont prévus bientôt pour décliner les lignes directrices de cette organisation.
Venons-en à présent à ce litige foncier. Un de plus, il oppose la municipalité de la commune de Corsimoro aux habitants du village de Ragitenga. Ces derniers s'insurgent contre l'exploitation sans indemnisation, disent-ils, de leurs terres pour le projet de construction d'une cité communale. Ils demandent tout simplement que le projet soit suspendu. Kader Kondé, Benjamin Kwame. Le projet de construction de la cité communale initié par le maire de Corsimoro n'enchante pas les jeunes du village de Ragitenga, un village situé à 70 km de Ouagadougou, dans la région du centre-nord. Le problème mis à nu est que le projet a été lancé sans avoir le consentement de la population locale. Lancé en 2017, le projet est à ce jour soutenu par l'actuel maire Jacques Ouedraogo, comme l'expliquent les populations. Ce projet s'étend sur 415 hectares. Et sur ces 415 hectares, il était proposé 2 parcelles par hectare pour ceux qui cultivent et 1 million. Notez bien que ces propositions d'indemnisation ont été faites de façon autoritaire, sans l'implication de notre chef de terre, ni le garant de la sécurité du village, de la jeunesse de Ragitenga en particulier et de Corsimoro dans son ensemble. Le 1er juillet 2020, nous les jeunes de Ragitenga avions rencontré le maire pour discuter de l'affaire. Il a marqué un refus catégorique à nous écouter. À raison du projet, la mairie a exigé aux populations de Ragitenga de ne pas exploiter leurs terres sous peine de représailles. Une restriction qui n'a pourtant pas été suivie d'indemnisation. Des indemnisations qu'ils réclament car ils en souffrent. L'actuel maire Jacques Ouedraogo avait confirmé par voie de presse que c'était à la fin du mois de juillet 2020 que les populations seraient indemnisées. Mais cela n'a pas été fait. Puis nous apprenons toujours par la voie de presse que les indemnisations seraient effectives le 15 août de l'année passée. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu de la part de qui que ce soit. Donc présentement, nous faisons face à une grave crise alimentaire dans le village. Certains villageois vendent les animaux juste pour avoir au moins un sac de riz ou de mil qui n'atteignent d'ailleurs pas un mois. Depuis septembre 2020, les jeunes de Ragitenga disent assister impuissamment au bornage de leur village par la force. S'ils restent muets sur les actions à accomplir, les habitants de Ragitenga demandent néanmoins aux autorités compétentes de se pencher sur cette affaire et demandent également l'aide de l'ensemble des organisations de la société civile dans leur lutte. En toute autre chose, ce vendredi marque le 11e jour du Ramadan, une période de privation et de repentance pour les fidèles musulmans, mais aussi celle qui devrait accentuer les élans de générosité et de solidarité envers les plus démunis. Je dis bien devrait, car dans la pratique, les choses ne se passent pas totalement comme cela est indiqué. Il n'est pas rare de voir des échanges d'amabilité entre personnes fortunées. S'agit-il d'une pratique courante ou d'une exception? Et surtout, que disent les textes religieux sur la question? C'est le grand format de ce journal. Abdourazak Traoré. Autant le Ramadan constitue un pilier de l'islam, donc une obligation pour le fidèle, autant le partage et le don en cette période de pénitence s'affichent comme un impératif. Dans la pratique, la recommandation semble bien comprise. Mais de quelle manière? S'il est bien vrai que les musulmans font du partage à leur habitude en ce mois béni, force est de constater que les dons ne sont pas toujours orientés vers la bonne personne. Les personnes nanties s'offrent les présents entre elles. Et même celles qui ont la possibilité de venir en aide aux miskines se dirigent ailleurs. Donc c'est une mauvaise habitude effectivement que nous avons prise, le fait de donner à ceux qui ne sont pas forcément dans le besoin. Quand ce sont peut-être des chefs de communauté, bon, je suis imam, je peux recevoir des dons parce qu'il y a des gens dans ma mosquée qui sont des nécessités. Peut-être ces personnes-là peuvent être des canaux pour encore remettre les dons à ceux-là qui sont dans le besoin. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Du reste,
Les préceptes en islam sont on ne peut plus clairs en la matière. Les musulmans sont exhortés à prioriser les nécessités de leur précaré. Il faut avoir la pensée pour ceux qui sont dans le besoin. Il y a les familles nécessiteuses. On en connaît, voilà, à côté de chez nous. Et quand vous regardez, je parlais tantôt de la fin de Ramadan où nous donnons la zakat al-fitr. C'est une aumône de proximité, à tel point qu'on dit qu'on doit donner à ceux qui vivent dans la localité, voilà, aux indigents qui vivent dans la localité. Et si maintenant on ne trouve pas quelqu'un qui soit, j'allais dire, bénéficiaire, autorisé, parce que la personne n'a pas les moyens à recevoir ce don-là, c'est à partir de ce moment qu'on peut exporter cette zakat al-fitr-là au-delà de l'ère où nous habitons. Et au titre des personnes miséreuses, l'imam Ali Douil Boudo préconise de faire un clin d'œil aux victimes de l'insécurité et autres phénomènes qui ont créé des déplacés internes au Burkina Faso. Et si maintenant on ne trouve pas quelqu'un qui soit, j'allais dire, bénéficiaire, autorisé, parce que la personne n'a pas les moyens à recevoir ce don-là, c'est à partir de ce moment qu'on peut exporter cette zakat al-fitr-là au-delà de l'ère où nous habitons. Donc ça veut dire qu'on règle les problèmes qui sont à côté, voilà, avant d'aller encore plus loin. Et donc on doit réorienter nos dons. Quand nous prenons cette année, nous voyons qu'en plus, ces dernières années, je vais dire, en plus des nécessités de tous les jours, parce que bon, nos familles sont ce qu'elles sont, on a par exemple les personnes déplacées, qui sont des personnes spécifiques, qui sont sur des sites, voilà, et d'autres sont dans des familles d'accueil. Et comme c'est des moments où on reçoit des dons, où on corrige aussi les imperfections de notre Ramadan, en réunissant des vivres, c'est le moment de penser par exemple à ces personnes. Cependant, l'imam ne proscrit pas le geste de générosité envers les connaissances et les amis, même s'ils ne sont pas dans le besoin. Seulement, il insiste sur la nécessité de prioriser ceux qui sont besogneux. L'ONG Save the Children interpelle le gouvernement sur l'effectivité de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, notamment dans les cascades. Un plaidoyer fait au cours d'une rencontre sur le projet PASMI, le projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile de la région sanitaire des Cascades. Justin Monteau nous en dit plus. La gratuité des soins au Burkina Faso est l'une des préoccupations de l'ONG Save the Children. Ce 15 avril, ces acteurs du projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile de la région sanitaire des Cascades sont en atelier. Objectif, plaider pour l'amélioration du système d'accès aux soins de santé au profit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans au Burkina Faso. Le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la gratuité des soins, de telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments. Tout ça, c'est dû au fait que le financement n'est pas assez adéquat. Et l'objet de cet atelier-là, c'est vraiment une invite à l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la politique de gratuité des soins. Le projet PASMI, c'est un projet qui est né d'un constat qui est relatif aux ruptures observées en médicaments essentiellement génériques dans la région des Cascades. Et pour pallier à ce constat de rupture-là, le projet s'est donné pour objectif de veiller à ce que, au niveau des centres de formation sanitaire qui sont au niveau de la région des Cascades, que les 25 médicaments traceurs soient disponibles 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 au niveau de ces centres de formation sanitaire. À travers ce projet dénommé PASMI de l'ONG Save the Children, plusieurs actions ont été menées pour assurer et perpétuer la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans au Burkina Faso. Direction maintenant les hauts bassins, notamment la province du Kénidougou, où les acteurs de la sécurité frontalière du Burkina Faso et du Mali se sont réunis au centre des débats. Comment sécuriser la libre circulation des biens et des personnes dans un contexte marqué par les attaques terroristes de deux côtés de la frontière. Cédric Mabio. Le Burkina Faso et le Mali partagent une frontière longue de 1303 km. Face aux défis liés entre autres à la propagation des réseaux terroristes, aux crimes transfrontaliers de tout genre,
Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation burkinabé, à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, a réuni à Orodara dans la province du Kénédougou les autorités administratives des cercles de Sikasso, Yorosso au Mali et celles du Kénédougou. Que la présente rencontre vient à point nommé dans la mesure où, en plus du renforcement de la coopération entre administrations frontalières, elle facilitera l'identification et la gestion des difficultés rencontrées sur le plan de circulation des personnes et des biens, sur le plan des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et sur le plan sanitaire. Pour Abdallah Paté Sika, au commissaire de la province du Kénédougou, cet atelier est le lieu de se pencher sur les enjeux des frontières communes, mais aussi d'établir sur les enjeux du développement commun transfrontalier. Il était aussi important que pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, que ces acteurs se réunissent pour pouvoir échanger. Au cours de cet atelier de 48 heures, les participants du Burkina Faso et du Mali s'attarderont également sur l'accès et l'exploitation des ressources naturelles, la coopération sécuritaire et la libre circulation des personnes et des biens. Cet atelier bénéficie de l'accompagnement du GIZ PFUA. Et nous terminons ce journal avec la création d'un nouveau club, de Lions Club. Il s'agit du club Ouagadougou Merveille, dont les membres ont prêté serment en présence de la gouverneure du district K103 à 3, à Seine-Konitamné. Main droite levée vers la charte de création de leur club, 13 des 22 membres fondateurs du club Ouagadougou Merveille prêtent un serment d'engagement et de don de soi au Lions Club International. Une cérémonie d'intronisation en présence de Guénéba Diallo, gouverneur du district 403 à 3. Une cérémonie solennelle qui marque également la création du club Ouagadougou Merveille, premier club du district 403 à 3, entièrement composé d'anciens Léo. Oui, effectivement, avec beaucoup d'émotion. L'histoire dans la famille du Lions Club a commencé depuis plus de 16 ans, exactement en 2005. Donc le Lions Club Ouagadougou Merveille, qui vient de recevoir sa charte du gouverneur du district 403 à 3, s'inscrit dans la même dynamique. Voilà, sa particularité est qu'il est le premier club Léo Lion du Burkina et il rassemble des jeunes dont la vie du léonisme a commencé depuis bien longtemps. Et c'est le Burkina qui gagne parce que nous allons rejoindre nos chers amis des autres clubs Lyon pour le bénéfice des plus démunis et des personnes qui sont dans le besoin. Tout le monde peut devenir Lyon, mais tout dépend de l'engagement de tout un chacun. Nous, par exemple, la particularité de notre club, c'est qu'on est devenu Lyon, on est devenu Léo et après on est devenu Lyon. Donc on a suivi ce qu'on a, on va dire, le parcours normal pour devenir Lyon. Parce qu'on a appris tout le b.a.-ba et puis voilà, on est monté jusqu'à devenir Lyon. En plus d'œuvrer pour les causes du Lions Club International, les nouveaux Lions comptent également lutter de manière spécifique contre la pauvreté et la malnutrition infantile. C'est comme je l'ai dit dans mon discours, mon mandat, puisque nous avons orienté notre service vers la malnutrition et la pauvreté et la faim. Donc nous allons cibler nos actions vers la jeunesse. La jeunesse et en particulier les enfants qui sont dans les difficultés à cause de la pauvreté. En tant que Lyon, actuellement, mes actions seront de vraiment appuyer les personnes les plus vulnérables. Parce que nous sommes une famille, nous devons venir en aide aux plus démunis. Nous l'avons commencé en tant que Léo. Nous devons juste renforcer ces actions-là. Le Lions Club est un club service international de bénévoles composé de plusieurs clubs repartis sur 220 pays et territoires du monde entier. Il s'agit de l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Bonsoir et puis on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Au revoir.